Est-ce que vous connaissez le biais du survivant, qui consiste à ne voir les choses que sous l'angle où elles nous intéressent? C'est une expression qui vient d'un constat qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale à propos des avions de chasse qui rentraient à la base après une bataille. On avait remarqué que ces derniers avaient la particularité de n'avoir été impactés par les mitrailleurs ennemis qu'à certains endroits de la carlingue, comme le ventre, les avant-bras des ailes et quelques autres endroits. La logique voulait qu'on renforce par du blindage toutes ces parties de l'avion que l'ennemi avait eu du mal à atteindre, et ce, afin d'augmenter les chances de survie des pilotes. Lorsque j'étudiais l'histoire de la protection de l'enfance coréenne en temps de guerre, j'ai été confrontée à ce biais dès le départ, au moment de la collecte d'informations. La question était la suivante. En cas de guerre, les enfants coréens sont-ils mieux protégés aujourd'hui? Pour répondre à cette question, je me devais de collecter deux types de sources, ceux de l'adoption internationale et les témoignages des adoptés coréens de retour au pays natal. Et puis, après réflexion, je me suis demandé dans quelle mesure ces deux types de sources d'informations allaient vraiment être représentatives de l'histoire de la protection de l'enfance en temps de guerre. Qu'est-ce que je faisais des adoptés coréens qui revenaient jamais en Corée, même pour un petit séjour découverte culturelle? Pourquoi ces avions-là ne rentraient-ils jamais à la base? Sur 200 000 enfants coréens adoptés internationalement, depuis la fin de la guerre de Corée jusqu'à nos jours, combien d'entre eux sont-ils encore en vie? À partir de là, tout n'était que extrapolation. C'est pourquoi, si je voulais étudier l'adoption internationale des enfants coréens sous l'angle de la protection de l'enfance en temps de guerre, je devais également avoir recours à d'autres types de sources, comme les archives de guerre, les statistiques globales, les rapports scientifiques, les textes de conventions internationales, l'histoire des droits de l'enfant. Pour éviter le biais du survivant dans toutes mes recherches, il a fallu donc élargir mon champ d'études afin d'obtenir une vision plus globale du phénomène. Et je suis tombée sur votre rapport et ce que vous avez appelé le phénomène des ciseaux de l'adoption internationale. Je voulais vous contacter à ce moment-là pour que vous puissiez m'en dire un peu plus. Mais malheureusement, j'ai appris que la maladie vous avait emporté. J'en étais désolée. Ne soyez pas désolée, mademoiselle. C'est vrai que j'avais écrit un rapport un peu compliqué et je suis contente que vous vous y êtes intéressée. Alors pourquoi avez-vous fait cette étude sur l'adoption internationale en 1993, je crois? Oui, c'était bien cette année-là, 1993. C'est aussi l'année de la promulgation de la Convention des droits de l'enfant pour lutter contre le trafic dans l'adoption internationale. On venait de prendre conscience qu'il existait des réseaux de trafiquants d'enfants qui utilisaient l'adoption internationale pour s'enrichir. On a essayé de chercher où étaient les failles. Et c'est pourquoi j'ai dû étudier les statistiques de l'adoption internationale et écrit sur ce phénomène de ciseaux. Ce phénomène de ciseaux dont vous parlez, si je le résume, et dites-moi si je me trompe, cela signifie qu'à un moment donné de l'histoire de l'adoption internationale, le nombre des adoptants a dépassé celui des enfants adoptables. Est-ce que c'est bien ça?
C'est bien ça, mademoiselle. Il y a eu de moins en moins d'enfants adoptés, alors que le nombre d'adoptants ne cessait de croître. Et comme vous l'imaginez, ça a complètement desservi la cause. C'est la raison précise qu'en tant que juriste de droit international, j'ai été diligentée pour établir une définition juridique de l'acte d'adoption. Vous voulez dire pour qu'on ne la confonde pas avec une transaction frauduleuse, c'est ça? C'est ça. Mais pourquoi faire une définition juridique qui va protéger uniquement les adoptants, alors qu'il faudrait aussi essayer de stopper ces trafiquants humains, ne serait-ce que pour le bien des enfants. Là, ce n'est plus de mon ressort, je suis désolée de vous le dire, mademoiselle. La criminalité infantile relève soit d'Interpol, soit des affaires intérieures de chaque pays. Ah oui, je comprends mieux maintenant ce qui se joue dans ces zones grises de l'adoption internationale. C'est une sorte de querelle entre droits nationaux d'adoptants et droit international de l'enfant, mais tout ça me dépasse. Vous avez choisi sans le vouloir un sujet transdisciplinaire. En revanche, si votre but était de comprendre et faire comprendre les liens qui existent entre la protection de l'enfance en temps de paix et celle en temps de guerre, vous y êtes alors presque parvenu. Essayez de reconsidérer la dernière phase de l'évolution de la protection de l'enfance que vous avez nommée reconstitution des familles. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de percevoir l'adoption internationale des enfants coréens comme une évolution positive de cette protection de l'enfance en temps de guerre? Moi aussi, j'aimerais me convaincre que les choses vont dans la bonne direction. Mais c'est bien là le problème. Le biais du survivant, où on cherche toujours à se convaincre qu'on est dans la bonne direction, alors que les faits nous démontrent le contraire.